Voilà, tout le monde est installé, c'est super. Alors on va commencer puisqu'à 15h15, on doit arrêter la table ronde puisqu'il y a un des participants qui doit partir. Et puis comme ça nous permet encore de sociabiliser un petit quart d'heure avant de reprendre à 16h. Alors merci beaucoup à monsieur Johan Lacorte de la DGPR, Maryse Carrère, notre deuxième invité d'honneur. Alors on a toujours notre première invitée qui est avec nous et qui va participer depuis la salle. Maryse Carrère, vous êtes sénatrice, mais vous expliquerez vos différentes casquettes. Monsieur Ogdet, donc du ministère de l'Intérieur, je vous laisserai chacun donner vos galons parce que je ne les connais pas suffisamment de façon pointilleuse. Monsieur Heinrich, donc, qui a participé depuis la salle ce matin, qui est président de la Fédé des Scots. Et Bernard, je te laisse la parole pour introduire cette table ronde. Merci Marie. Je vais d'abord saluer Madame Carrère. Merci d'être avec nous également. Et donc Madame Carrère, vous êtes effectivement sénatrice des Hautes-Pyrénées, conseillère départementale. Vous avez participé à un rapport d'information sénatorial qui est très en rapport avec notre sujet, puisqu'il s'agit de rapport catastrophe climatique, mieux prévenir, mieux reconstruire. Donc on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et également, à noter qu'en 2013, vous étiez maire de la commune de Laux-Balagnas et que vous avez été durement impacté à ce moment-là par une crue. Vous étiez à la fois maire, je crois, et également directrice de cabinet du président des Hautes-Pyrénées. Donc, vous avez vécu un peu tous ces événements de catastrophe, de reconstruction post-inondation. Et ma question porte sur notre projet de piste d'action. Vous avez vu un peu les pistes d'action qu'on a pré-identifiées. Et on voulait savoir par rapport à ces pistes, lesquelles vous paraîtraient, de votre connaissance du sujet et de votre vécu du sujet, laquelle ou lesquelles vous paraîtraient prioritaires ou les plus importantes. D'entrée. Ça marche, oui. Merci beaucoup. Oui, effectivement, comme vous le rappeliez, j'ai eu une expérience locale importante en termes d'inondation, puisque dans les Hautes-Pyrénées, en 2013, nous avons connu une grande crue, une crue centenale qui a dévasté toute une vallée, la vallée dans laquelle j'habitais et où j'étais élue. Et j'étais présidente du syndicat de rivière aussi, qui n'était pas encore un syndicat GEMAPien comme on l'entend aujourd'hui, mais qui était déjà un petit syndicat de 23 communes qui avait en charge l'entretien de la rivière. Et du coup, on a pris aussi le train en marche sur la PI, le volet PI, prévention et des inondations. Alors oui, les pistes, aujourd'hui, c'est intéressant pour moi d'être là parce que je remercie vraiment le CEPRI d'organiser ces tables rondes et ce travail important pour nos collectivités et pour nos territoires, parce que je sais que le CEPRI, le syndicat que j'ai présidé, adhère au CEPRI toujours, j'espère, et nous étions adhérents, et pour nous, le CEPRI était quand même important en termes d'apport législatif, d'apport sur les compétences. Et pour nous, ce que vous faites aujourd'hui aussi, c'est important de se projeter vers l'avenir et de voir quelles pistes on pourrait mettre en place pour essayer d'accompagner les collectivités dans la reconstruction. Alors effectivement, moi j'ai décidé, avec l'aide du CEPRI, de peut-être travailler sur des pistes aujourd'hui législatives, mais avant d'être dans une piste législative, il faut identifier les besoins, identifier ce que le CEPRI a pu faire au travers de ce travail sur le relèvement post-inondation. D'abord, moi ce que je pensais faire, c'est travailler sur le volet législatif. Mais comme je le disais à Madame la Présidente, le volet législatif, il faut le travailler un petit peu en amont. Et je pensais peut-être essayer de voir comment on pouvait travailler autour d'une mission d'information. Les missions d'information au Sénat, c'est un travail assez conséquent. C'est un travail sur 6 mois où une vingtaine de sénateurs se mettent autour de la table pour travailler spécifiquement sur un sujet avec de multiples auditions de tous les acteurs autour de la thématique choisie. C'est aussi un travail où on va sur le terrain pour voir aussi comment les acteurs réagissent et ce qu'ils ont mis en place. Et d'ailleurs, avec Madame le maire de Limbourg, on a éventuellement pensé qu'on pourrait aller chez elle pour voir comment elle travaillait sur ces sujets de reconstruction. Et souvent, la mission d'information, l'intérêt, c'est qu'elle est transpartisane. C'est-à-dire qu'elle regroupe tous les groupes politiques du Sénat. Et c'est la meilleure garantie de réussite après pour porter une proposition de loi qui peut avoir des garanties de succès et d'être votée à l'unanimité ou à la majorité en tout cas. Voilà, donc ça, c'est les pistes d'action que l'on pourrait imaginer pour demain.
Alors, Maryse, lorsque vous étiez donc dans les Hautes-Pyrénées, lorsque vous avez eu cette catastrophe qui a frappé donc votre territoire et votre commune, vous avez eu besoin de la période d'urgence. Vous avez aussi beaucoup travaillé main dans la main avec une préfète dont j'ai oublié le nom, mais vous m'aviez dit que vous étiez satisfaites toutes les deux du travail que vous aviez fait. Vous avez eu besoin des procédures qui accompagnent la période d'urgence, mais ça vous a permis d'être prêt lorsque une nouvelle catastrophe est arrivée. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire ? Oui, ça peut être très long, mais je vais essayer de faire court. En fait, oui, 2013, nous avons cette crue qui dévaste, qui fait malheureusement pas beaucoup de dégâts matériels, malheureusement, mais heureusement peu de dégâts humains, puisque nous avons eu à déplorer seulement 2 morts, même si c'est 2 morts de trop. Mais nous avons eu toute une vallée montagnarde avec des grands noms, Lussardiden, Cotteret, Barèges, Gavarnie, voilà, tous ces grands sites touristiques qui ont été dévastés par cette crue torrentielle. Et dès le lendemain, c'est la sidération, bien entendu. On passe par un temps de sidération. Et nous avions un président de département, qui est toujours le président de département actuel, avec toute sa fougue et son énergie, qui a pris un hélicoptère et qui a été survolé tous les dégâts. Et nous avions 3 villages complètement coupés du monde. Nous avions Barèges qui était coupé du monde, Cotteret qui était coupé du monde, et Gavarnie aussi, puisque la route départementale qui mène à ces villages avait été impactée par la crue, avait été emportée, notamment Barèges a été emportée sur 8 points d'impact sur la route départementale. Et là, le président a dit on ne peut pas laisser ces populations comme ça pendant un grand moment. Donc, dès le lendemain, dès le soir même, alors j'avais effectivement la double casquette puisque j'étais maire d'une commune impactée, mais j'étais aussi au cabinet du président du département. Je travaillais à ses côtés pour l'occasion, pas pour l'occasion, mais je travaillais à ses côtés à ce moment-là. Et il me dit, demain matin à 9h, il faut réunir toutes les entreprises de travaux publics du département. Ok, donc j'appelle le service des routes, le directeur des routes, et je dis... Philippe, il s'appelait Philippe, tu dois convoquer pour demain 9h. Le président veut voir toutes les entreprises de travaux publics du département pour se mettre en œuvre pour attaquer la reconstruction. Et là, le directeur des routes me dit mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas, il faut dire au président qu'il faut d'abord qu'on fasse un diagnostic, qu'on regarde ce qu'il y a à faire. On peut pas se lancer comme ça de suite les pelles mécaniques dans la rivière dès le lendemain. Et bon, je redis au président, voilà, nos services sont un peu réticents à convoquer de suite les entreprises. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, au lieu de les convoquer demain à 9h, tu les convoques ce soir à 17h. Voilà, la réponse a été celle-là. Et effectivement, il a inventé, alors c'était pas forcément une nouveauté, je pense pas, mais c'était quand même assez innovant. On a réuni toutes les entreprises de travaux publics au département le soir même à 17h. Elles sont toutes venues. Il n'y en avait pas beaucoup, c'est pas un gros département, mais il y avait une dizaine d'entreprises. Et le président leur a dit, voilà, moi aujourd'hui, il faut qu'on reconstruise vite et qu'on mette en sécurité les biens et les personnes dans tous les travaux d'urgence. Je veux que vous me proposiez un bordereau de prix unique, où toutes les entreprises, vous travaillerez avec ce bordereau de prix unique. Et je ne veux pas que vous gagniez forcément de l'argent, je ne veux pas que vous en perdiez non plus, mais vous travaillez tous, vous me proposez un bordereau de prix unique. Alors c'était basique, c'était l'heure de pelle mécanique, l'heure de tombereau, et on travaille sous ce format-là. Et demain matin, vous me proposez ce bordereau et vous me dites si vous êtes OK pour marcher comme ça. Et le lendemain, sous l'égide de la Fédération du bâtiment et des travaux publics et de son président, ils se sont mis d'accord sur un bordereau de prix unique et le lendemain, ils sont venus proposer ça. Et chaque entreprise s'est dispatchée les secteurs. Et dès 4 jours après la crue, il y avait déjà la reconstruction qui était entamée. Alors,
c'est vrai que c'est un peu particulier parce que le code des marchés publics dans cette affaire-là, même s'il y a un article 35, je crois, du code des marchés publics qui permet de réagir dans l'urgence, on s'y asseyait un petit peu dessus. Mais vous étiez dans la période d'urgence. On était dans l'urgence. Voilà. Et cette période d'urgence permettait d'encadrer... Et je me rappelle, le président, ça c'est pour l'anecdote, mais à l'époque, nous avons eu droit à la visite du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, et nous avions Manuel Valls qui est arrivé et qui est venu sur le territoire, et le président de la République, le président du département lui dit... je vais faire ça, on va faire ça. On a déjà les pelles mécaniques qui ont commencé à travailler. Alors, je vous le dis, je vais vous choquer, je suis sûre, mais il a dit le code des marchés et la loi sur l'eau, je m'y assois dessus. Et nous avions Jean Glavany, qui était ancien, qui était député et qui était là aussi. Il lui a dit tu ne peux pas demander au Premier ministre à ne pas respecter la loi. Il lui a dit je lui demande pas, je le ferai, je lui demande pas son accord. Voilà, bon, c'était des façons un peu cavalières, mais sur le côté, c'est anecdotique, mais sur le côté quand même vraiment de l'énergie qu'on a pu mettre et de l'entraînement que ça a pu avoir sur tous les acteurs de la reconstruction, et notamment l'État. Parce que l'État a quand même pris en charge à ce moment-là toute une partie du territoire. C'était Barège qui avait été le plus marqué. Et c'est l'État qui a pris lui-même la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à son compte. Et ça a entraîné, il y a eu une espèce d'émulation. Et tout le monde s'est mis au travail 4 jours après la crue. Enfin, ça a été phénoménal. Et Barège-Gavarnie, avec 8 points d'impact sur la route, 3 semaines après, on réouvrait la route de Barège. Mais alors, Maryse, ça, c'est ce que vous avez fait avec une énorme énergie. C'est pour ça que votre territoire s'est redressé très rapidement. Mais est-ce que, comme on l'a beaucoup évoqué ce matin, est-ce que travailler par anticipation, préparer un plan de relèvement, permettrait pas justement de passer trop de temps et trop d'énergie dans cette période d'urgence? Est-ce que ça permettrait pas de limiter un petit peu ces dérogations dont on se passerait bien quand même? Et est-ce que qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question de penser cette impensée du temps de relèvement? C'est-à-dire, on a parlé ce matin de ce temps de convalescence du territoire à qui on demande de courir le 100 mètres alors qu'il a juste retiré ses bandages. Donc, est-ce que ce temps de relèvement d'une dizaine d'années, est-ce que c'est quelque chose que vous verriez porter à l'issue de cette mission d'information? C'est quelque chose qu'on pourrait inclure, je ne sais pas, dans un texte législatif. Après, qu'est-ce qu'on lui ferait faire? Sûrement pas la même chose que la période d'urgence. La période d'urgence, elle est là pour mettre en sécurité des personnes. Le relèvement, c'est le territoire dont on parle. Là, on est en train de changer un petit peu. On voit avec toute cette année de travail que ce qui commence à poindre, c'est qu'on ne parle pas que des gens, on parle aussi du territoire qui s'aménage, qui se met en résilience. Donc ça devient une personne, hein, quelque part. Et donc, est-ce que ça vous semble possible, vous, que cette question de l'anticipation et de fabrication d'un plan de relèvement avant, pour éviter d'avoir à se retrouver dans la situation où vous avez été, est-ce que vous pensez que vous pourriez nous aider à mobiliser des élus, des communes, pour qu'ils travaillent? Est-ce que c'est plus facile avec les personnes les élus qui viennent de subir la crise? Comment est-ce qu'on fait pour ceux qui attendent, comme d'autres, la même crue qu'en 1856? Vous voyez, comment est-ce qu'on pourrait faire? L'intitulé de notre table ronde, c'est comment on mobilise les territoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut réussir à mobiliser ces collectivités pour qu'ils anticipent? Oui, je pense que oui, et il faut le faire. Les périodes de relèvement, alors je ne sais pas trop comment on pourra formaliser cette chose-là sur un travail législatif. Mais je pense que c'est intéressant. Et d'ailleurs, moi qui portais un plan d'action de prévention des inondations, un PAPI sur mon territoire, qui était en cours d'étude avant la crue. Quand on a eu la crue qui est arrivée, on a revu aussi la façon dont on retravaillait ce PAPI, où on a retravaillé sur les travaux qu'il fallait faire de façon à être plus résilient et anticiper aussi les futurs événements climatiques avec les données qu'on avait. Ce qui est difficile dans nos territoires, c'est que ces événements climatiques, ils sont très fréquents maintenant, mais c'est un peu nouveau. Enfin, moi, sur mon territoire, la dernière crue, elle était en 1837. Personne ne s'en rappelait. Et pour cause. Et en fait, on a pris ça dans la figure avec stupeur et avec vraiment
une méconnaissance complète du phénomène. Donc ça, il y a tout un travail à faire, et c'est ce qu'on a fait au sein de ce PAPI, de préservation de la mémoire, préservation, anticipation aussi du risque, et ça peut faire partie d'un plan de relèvement aussi. Je pense que ça se fait déjà, ces prémices-là dans les papiers, on les a déjà un petit peu. Et ça, c'est important. Après, je pense qu'il faut plus travailler sur ces sujets-là, parce que les catastrophes climatiques, on va en vivre de plus en plus, malheureusement. Mais alors après, quand vous distinguez avec la période d'urgence, nous, la période d'urgence sur notre territoire, elle a duré quasiment 2 ans. On a travaillé pendant 2 ans sous ce qu'on appelait le vocable d'urgence, puisqu'on a été exonéré, entre guillemets, de tout ce qu'il fallait comme études et procédures pendant 2 ans pour reconstruire très vite et mettre en sécurité les personnes et les biens. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les périodes d'urgence durent aussi longtemps. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, moi, je donne toujours un chiffre. Moi, je présidais ce syndicat de rivière. En 2 ans, nous avons fait quasiment 30 millions d'euros de travaux sur la rivière, de mise en protection, de prévention. Et quand on est revenu sur le droit commun, entre guillemets, avec les procédures classiques, loi sur l'eau, code des marchés, on est arrivé péniblement à faire en 5 ans 5 millions d'euros. Voilà. Et là, on a eu ce coup brutal d'arrêt, cet arrêt brutal de mise en sécurité, parce qu'on n'était plus dans la phase d'urgence et qu'on ne nous considérait plus comme étant des travaux urgents. Et c'est là qu'il faut arriver peut-être à trouver des solutions et législativement aussi des accompagnements pour faciliter les procédures. Parce que je peux vous dire que j'en ai vécu quelques dossiers loi sur l'eau. Quand vous avez, au bout de 18 mois d'études, vous avez tout fait, les études environnementales et tout, et au bout de 18 mois, quand vous envoyez votre dossier à l'instruction et qu'on vous retourne le dossier avec 14 pages de prescriptions supplémentaires à apporter pour monter le dossier, des fois on se demande si c'est pas un peu de l'acharnement, quoi, et pour empêcher à faire. Donc je pense que vraiment il faut qu'on arrive à caractériser les urgences, les mises en sécurité de travaux plus classiques, plus classiques, qui eux permettront d'avoir un peu de recul et puis de faire des études aussi pour pas faire n'importe quoi. Quand je dis pas faire n'importe quoi, on a travaillé pendant 2 ans sur le Gave de Pau, et aujourd'hui je mets au défi quiconque de me dire qu'on a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'a pas fait n'importe quoi. On n'a pas fait pendant 2 ans n'importe quoi. Malgré tout, tous les travaux qu'on a pu faire, même si c'était des travaux d'urgence et de mise en sécurité, ils ont été pensés avec l'idée quand même qu'ils pouvaient se reproduire la même chose, voire pire. Donc, on a retrouvé de l'expansion de crues. Partout où on a pu, on a élargi le lit de la rivière. Partout où on a pu, on a retrouvé des espaces de mobilité. Et ça, c'était important aussi de le dire. Moi, j'ai une commune, Cotteret, le Gave de Pau, c'est un affluent du Gave de Pau, il est très torrentiel, et quand il traverse la commune, il est corseté sur 20 mètres de large. Sur 20 mètres de large. Il traverse la commune sur 20 mètres de large. Cotteret, quand même, commune très touristique et très peuplée. On a dû faire à cet endroit-là des accélérateurs de crues. C'est-à-dire, on a, oui, bétonné à cet endroit le Gave, mais par contre, en dessous, 1 kilomètre en dessous, le lit du Gave, on lui a donné quasiment 200 mètres de large d'expansion de champs pour qu'il puisse se reposer et se calmer. Et voilà, donc on n'a pas fait n'importe quoi non plus dans l'urgence. On a eu la chance d'avoir aussi encore, je dis encore, de la matière grise auprès des services de l'État, avec un service qui s'appelle le RTM, Restauration des terrains de montagne, qui avait en son sein des gens en capacité de connaître la rivière, de connaître le torrentiel et de connaître de savoir ce qu'il fallait faire pour reconstruire et reconstruire bien. Et ça aussi, ça fait partie aussi de l'anticipation sur le relèvement. C'est de préserver toujours la connaissance du technique qu'on peut avoir sur ces rivières et sur nos torrents. Nous, on n'aurait pas eu le RTM à ce moment-là, on n'en serait pas là non plus. On n'aurait pas eu cette capacité des services de l'État à mobiliser du monde. Et ça, c'est limité à 3 ingénieurs.
C'était pas non plus 300 personnes, hein. C'était 3 ingénieurs qui ont beaucoup travaillé d'ailleurs, ils ont travaillé sur le sujet. Mais ça aussi, anticiper, c'est aussi se garder toujours une task force, je dirais, capable d'être mobilisé et de pouvoir reconstruire vite, mais bien. La task force, décidément, revient dans chaque table ronde. Merci Madame Carrère. Yves Ogdet, vous êtes sous-directeur à la préparation, à l'anticipation et à la gestion de crise au ministère de l'Intérieur. La période d'urgence, c'est une période sensible, très importante de mise en sécurité des personnes. C'est le premier objectif à poursuivre dans tout ce qui se fait dans cette période. Il faut prendre les bonnes décisions, agir dans un temps qui est compliqué vis-à-vis notamment de la population et de tous les acteurs du territoire. Vous avez des travaux en cours sur les dispositifs liés à cette période d'urgence. Vous avez toute l'expérience derrière d'Irma, d'Alex, ces grands événements qui ont marqué la France. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes de cette réflexion que vous menez sur le sujet ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est concentré sur la phase de la protection des biens, des personnes et de l'environnement, qui est la phase d'urgence et de gestion de crise. Et le maître mot, c'est toujours l'anticipation. L'anticipation par la préparation au travers d'éléments de planification, la connaissance des risques et des aléas, qui permet ensuite de pouvoir au mieux préparer l'ensemble des acteurs qui sont demain amenés à préserver l'ensemble des biens, personnes et environnements. Ça va de l'État avec les plans hors sec que chacun connaît ou aux plans communaux de sauvegarde que les élus confrontés à un risque doivent établir dans le cadre de leur plan communal de sauvegarde. Et puis maintenant, depuis la loi Matras, il y a les plans intercommunaux de sauvegarde qui doivent être établis pour chaque intercommunalité de commune. Donc cet élément de planification préparatoire à la phase de crise est essentiel parce que ça permet de préparer chacun des acteurs dans chacun des territoires et le préfet, qui est le directeur des opérations de secours dès lors que l'événement dépasse l'échelon communal, parce que le maire est le premier des directeurs des opérations de secours dès lors que l'événement se passe sur son territoire. Et dans une inondation, c'est rare que l'événement concerne qu'une seule commune. C'est en général plusieurs communes qui sont concernées. Donc c'est bien souvent le préfet qui prend le rôle de directeur des opérations de secours. Et c'est dans ce cadre-là qu'il agit comme un impulseur et coordonne l'action des ensembles des personnes privées comme publiques qui interviennent pour mettre fin à l'épisode de crise. Vous l'avez rappelé, la France a connu 2 épisodes majeurs que sont Irma et la tempête Alex, qui ont touché 2 territoires, un ultramarin et un hexagonal. Et ces 2 éléments majeurs sont éléments de retour d'expérience importants qui ont fait l'objet de missions d'expertise, d'inspecteurs généraux de l'administration qui se sont rendus sur place et qui ont conduit un certain nombre d'entretiens, qui ont nourri les réflexions et qui aujourd'hui permettent d'avoir quelques embryons de réflexion. Et aujourd'hui, le colloque d'aujourd'hui de restitution permet aussi de mettre en lumière un certain nombre de réflexions qui sont intéressantes pour l'avenir. J'ai envie de vous dire que la démarche qui vous anime et qui nous anime aujourd'hui relève de la même démarche que la préparation de la gestion de crise. Il faut qu'on arrive à anticiper l'après-crise et qui permette de mettre tous les acteurs autour de la table. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été initié dans le rapport annexé de la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Si vous regardez ce rapport annexé, qui ne fait pas partie des dispositions en dur des articles de la loi, mais vous avez un rapport annexé qui détermine précisément l'après-crise et les conditions. Alors on ne parle pas de relèvement, mais on parle de reconstruction des réseaux, de reconstruction des infrastructures et du rôle que pourraient jouer les préfets localement compétents. Et ce rôle-là du préfet qui est localement compétent est important parce qu'on l'a vu pour Irma avec la projection de renforts par des hauts fonctionnaires et des agents administratifs de l'État qui sont venus prêter main forte sur le territoire d'Irma. Il a été de même après la tempête Alex, où on a dépêché un préfet auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui a permis, pendant l'après-crise et puis jusqu'à très récemment, d'accompagner l'ensemble des acteurs locaux à conduire les travaux de reconstruction, de relèvement, si on reprend le terme qui est utilisé depuis ce matin, aux côtés des élus et aux côtés des forces vives des territoires. Et ce rôle est important parce que ce rôle, il respecte la compétence de chacun. La libre administration des collectivités, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. Le rôle du préfet tout autant. Et il faut que chaque acteur joue son rôle, sa partition, dans le respect de ses compétences respectives. Et ça, c'est un élément qui est structurant dans les démarches. Vous parliez ce matin de gouvernance, mais il faut que chacun, dans sa partition, joue sa gamme et puisse avoir, au final, le résultat que chacun attend, un territoire plus résilient.
peut-être dire que si on reprend la tempête Alex, dans le cadre de la procédure d'urgence que vous avez rappelé, Madame la sénatrice, il y avait la procédure d'urgence qui est connue, mais on a travaillé à une disposition législative par une voie d'une circulaire qui est la procédure d'urgence à caractère civil, qui permet, dans ces cas bien particuliers, de déroger en toute partie de l'étude environnementale et qui permet de faire valoir des possibilités d'allègement de procédure et donc de simplification et donc de rapidité pour revoir des ouvrages rapidement reconstruits. Et là, en l'espèce, c'était la digue de Roquebillière qui était identifiée, qui permettait de redonner rapidement un élément de sécurité pour éviter qu'il y ait de nouveau une submersion dans la vallée. Donc c'est dire qu'on a aussi capacité d'agir en phase d'urgence, mais entre la phase de crise, la phase d'urgence et la phase de relèvement-reconstruction, eh ben, les choses sont assez ténues et il n'y a pas un moment où on dit stop, ça s'arrête et stop, ça repart. Donc en fait, on a besoin finalement d'avoir un chef d'orchestre localement qui est le préfet, qui est naturellement le représentant de l'État et qui est capable de mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Et je pense que ce rôle, il est naturel et il doit être capable avec les élus, en temps de paix, avant l'événement, eh ben, de construire les mêmes conditions de travail et de collaboration. Et c'est un élément essentiel parce que lorsque les acteurs se connaissent avant la crise, eh bien, ils sont plus capables de travailler ensemble durant la crise. Si j'ai bien compris, donc anticiper, c'est le maître mot, c'est ça. Et pensez-vous qu'on peut imaginer des sortes d'exercices de préparation, de simulation du relèvement, du post-urgence, enfin de la période d'urgence? Est-ce qu'on peut imaginer de se préparer de façon anticipative par des exercices? Pourquoi pas? Alors, ce que je connais aujourd'hui, ce sont des exercices qui préparent à la crise, qui permettent d'acculturer les populations, de faire en sorte qu'elles connaissent le risque, qu'on les implique, parce que une population préparée, c'est une population qui connaît le risque et une population qui est capable de se mettre en protection. On est capable de jouer des exercices avec des acteurs, mais c'est toujours pour anticiper la crise. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on soit... en tout cas, nos mentalités ne sont pas préparées pour jouer l'après-crise, qui est une période qui est quand même quelque chose de la part de l'inconnu. Alors, en disant cela, je vais dire également son contraire, parce que dans un autre sujet qui est le sujet de l'inondation, il y a le sujet du nucléaire, pour lequel chacun sait qu'il y a des centrales nucléaires de production d'électricité, des CNPE, dont l'exploitant est EDF, et qui a en son sein... l'obligation, dans le cadre d'un plan particulier d'intervention, régulièrement d'organiser des exercices. Et dans le cadre des exercices qui sont organisés, il y a des exercices de gestion de crise, mais également de post-crise. Et le post-crise dépasse le moment de rétablissement des fonctions essentielles et on est dans un temps où on travaille avec l'ensemble des acteurs ce moment de l'après-crise. Donc je pense que ce qui est vrai pour le nucléaire, on doit être aussi capable de transposer sur la partie inondation. Mais il y a quand même du travail et on ne fait pas face au même risque, les enjeux ne sont pas les mêmes. Le déplacement des populations qu'on a évoqué tout à l'heure sur les évacuations préventives sont tout autant d'actualité en cas d'événements avec radioactifs des centrales nucléaires, mais il va falloir effectivement accompagner les esprits pour que ce type de façon de procéder puisse finalement irriguer tous les risques, parce qu'on parle des inondations, mais demain ça pourrait être les feux de forêt, ça pourrait être des risques de glissement de terrain, enfin tout autre risque que chacun connaît dans la vie quotidienne. Le réchauffement climatique avec les impacts que l'on connaît aujourd'hui, qui s'accroissent en intensité, en fréquence, et puis qui aujourd'hui dépassent les sphères spatiales que nous connaissions jusqu'à présent. Si je ne parle que des feux de forêt, où c'était l'arc méditerranéen qui a débordé sur la zone sud-ouest, aujourd'hui c'est France entière qui est concernée, on l'a vu avec l'épisode de 2022, et à échéance 2030 et 2050, avec le réchauffement climatique, c'est France entière qu'on aura de telles situations potentiellement. Donc on a besoin d'anticiper, et cette anticipation passe effectivement par la connaissance des risques, la mobilisation des acteurs et la préparation par des plans. Et si on parle de plans de relèvement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut identifier les différents dispositifs qui existent, il faut identifier les bonnes pratiques, ce qu'on a commencé à faire avec les différents rapports que j'évoquais qui existent et les retours d'expérience. Et on a aussi besoin d'avoir, comme ça se passe aujourd'hui, la projection de personnes aux côtés des préfets, parce qu'en temps de paix, les effectifs en préfecture ne sont pas forcément toujours étoffés, donc on a besoin ponctuellement, face aux événements, de projeter, comme ça a été fait dans les Alpes-Maritimes. Le préfet Pelletier, pour ne pas le nommer, a conduit un travail remarquable qui a permis d'accompagner les élus locaux sur l'ensemble de la période d'urgence et de post-urgence, si je peux dire.
Donc en fait, vous parlez beaucoup en temps de paix. Ça veut dire que finalement, avant c'est la guerre. Alors peut-être que le relèvement c'est l'après-guerre. Ça nous amène à la reconstruction. Non, c'est une expression, temps de paix, temps de guerre, mais il est vrai que lorsque l'on fait face à la crise, il y a des choses qui s'imposent et nécessité fait loi. Et effectivement, comme disait Madame la sénatrice, on dépasse parfois des règles pour l'intérêt général. Et effectivement, c'est tout autant de règles qui sont dépassées, alors de manière complètement éclairée et intelligible. Mais en temps de paix, ces choses ne se passent pas de la même manière. Donc on a besoin aussi de respecter, c'est tout l'enjeu des schémas que l'on connaît, des plans de prévention que chacun doit mettre en place. Et c'est des éléments structurants qui doivent prendre en compte l'après-crise et de manière à mieux anticiper le risque. Alors on va parler de ça justement avec Monsieur Henrique qui est à votre gauche, Monsieur Henrique qui est intervenu ce matin et aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant, vous allez nous parler du travail que vous avez fait sur la modernisation des SCOT. Vous êtes président de la Fédération des SCOT et il est apparu dans les réunions stratégiques que le SCOT était un des outils d'aménagement justement qui pouvait être mis à contribution pour réfléchir à cette question du relèvement, parce que c'est là qu'on parle d'aménagement, c'est là qu'on parle de repli stratégique, et c'est là qu'on croise toutes les politiques publiques. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est finalement, est-ce qu'on peut réussir à casser les silos techniques pour pouvoir travailler tous ensemble sur un plan de relèvement. Alors je vous ai donné plein de billes, je sais que vous allez les prendre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis ravi de participer à ce débat. J'ai assisté à la séance ce matin, c'était très, très intéressant et ça continue à l'être, visiblement. D'abord, je voudrais rappeler que le territoire français est couvert par 447 SCOT, ce qui représente 97% de la population et 86% des communes. Et que les SCOT datent de la loi 2000, la loi SRU, la loi Guesso. Et au départ, l'ADN, c'était bien sûr avoir une vision du territoire à 20 ans. Et puis, dès le départ, l'ADN du SCOT, c'était la sobriété foncière. Aujourd'hui, enfin en 2018, on s'est posé la question de la pérennité de l'outil. Et finalement, entre le ministère, les acteurs locaux, etc., tout le monde a convenu qu'il fallait le pérenniser, mais également le moderniser, déjà, alors qu'il n'avait que 18 ans. Et aujourd'hui, sa fonction stratégique est clairement affirmée, puisque le premier document du SCOT, c'est le PAS, le plan d'aménagement stratégique. Et puis, avant, le SCOT intégrait 31 politiques sectorielles de mémoire. Aujourd'hui, il est organisé autour de 3 piliers. Un pilier transition, qui est vraiment celui qui nous intéresse aujourd'hui. Un autre, c'est l'économie, au sens large. Et puis le troisième, c'est le service à la population, les mobilités, le logement, les structures, etc. Donc, aujourd'hui, un SCOT, il intègre, et ça, il le faisait, il est document intégrateur, ça avait été affirmé par la loi. Donc il est document intégrateur de 20 documents au moins suivant la stratégie des normes, dont les SDAG, les SAGE, les PPRI, etc. Et ensuite, il doit aussi se mettre en compatibilité avec le SRADET, ce qui va se faire bientôt, et j'y reviendrai, puisque la loi climat et résilience nous demande des nouveaux SRADET et une mise en compatibilité des SCOT et ensuite des PLU. Et puis, chaque fois, dans tout ce travail que fait le SCOT, il doit le faire avec toujours en transversalité la sobriété foncière. Et en matière de sobriété foncière, on est monté d'une belle marche, là, 2 marches, on va dire, avec la loi. Et puis, une autre de ses fonctions, c'est la mise en cohérence des politiques publiques. Donc, aujourd'hui, il doit s'adapter, il faut qu'on aménage autrement qu'auparavant, qu'on appréhende toutes ces problématiques différemment, il faut qu'on change de logiciel, c'est pas si facile que ça, c'est changer notre culture, et notamment la loi climat et résilience nous y contraint. On a fait de la sobriété foncière, on est passé de 30 000 hectares par an à 20 000, mais maintenant on nous demande de diviser les 20 000 par 2. Hein. Et donc là, c'est quand même une accélération assez forte, et il faudra
donc s'y attaquer. Je rappelle que ce sont les élus du bloc local qui sont chargés de mettre tout cela en œuvre. Et c'est donc une tâche assez passionnante, parfois un peu angoissante, mais passionnante quand même dans son ensemble. Alors aujourd'hui, on intègre peut-être encore pas assez, je vous ai dit, on intègre le PPRI, enfin, etc. On intègre les risques connus. Mais on n'intègre pas le potentiel de risque. En tous les cas, on le voit bien, on n'a pas besoin d'être grand clair ni d'avoir fait beaucoup de recherches pour constater qu'on assiste à une accélération des risques. Enfin, il suffit de regarder son journal tous les jours ou regarder la télé. C'est absolument impressionnant tout ce qui peut se passer sur le territoire, chez nous et ailleurs. Et donc, il devient impératif pour nous de mettre en place un diagnostic de vulnérabilité et de pouvoir donc définir. Alors, pour ça, on ne pourra pas le faire tout seul, on aura besoin d'acteurs autres. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un du CEREMA, voilà un acteur déjà désigné qui peut bien nous aider à travailler ces sujets de la vulnérabilité, qui doit nous permettre aussi de sensibiliser les élus et ensuite la population. Alors, tout à l'heure, ce matin, M. Dubuis expliquait que c'était assez facile quand on venait d'avoir un sinistre de sensibiliser les populations. Mais sensibiliser les populations sur un risque potentiel à venir, ça va être un enjeu. Et ça, il faudra que les élus s'y collent. Mais il faut aussi que, je pense que l'État y participeront. Demain, quand je dis les élus, donc les différentes collectivités, et certainement aussi l'État. Donc, c'est un nouvel enjeu. Alors, quand on parle de plan de relèvement, comme ce matin, la première chose sur laquelle on pense, c'est qu'il faudra bien sûr déjà travailler le repli stratégique. On a vu combien c'était important, on a vu combien les gens sont attachés de par leur propriété déjà, sont attachés au territoire sur lequel ils sont. Et quand il arrive un sinistre, on a envie d'habiter, on peut même se venger un peu. Moi, je l'ai vécu à titre personnel. J'ai une tempête qui a dévasté un chalet que j'avais, qui était une résidence secondaire, et j'ai à tout prix voulu le reconstruire au même endroit, et pareil. Et donc, je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce type de... En plus, il y a un attachement... c'est viscéral souvent à un territoire, à un endroit, etc. Et c'est là que les stratégies de repli vont être, elles seront nécessaires et indispensables. On le voit sur le retrait du trait de côte, par exemple, ou sur la subversion marine. Sur la submersion marine, pas sur la subversion. Tout le monde est d'accord, mais on se rend compte quand même que sur les territoires littoraux, c'est pas si simple d'accepter ce principe du retrait. Mais donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va travailler. Donc il faut qu'on s'y mette. Voilà. Donc moi, je pense que le SCOT peut jouer un rôle important. Il peut pas tout. On a vu ce matin le plan que vous avez présenté, mais voilà la partie dans le plan de relèvement, c'est là que les élus doivent se concerter, sensibiliser et accepter. C'est très difficile d'accepter le principe d'un risque qui n'a encore pas eu lieu. C'est compliqué. Une fois qu'on l'a vécu, ça va mieux. Et il y a des pays, effectivement, qui anticipent beaucoup. Je pense à des pays tout proches de chez nous, comme la Suisse, qui anticipent des routes de substitution, des voies ferrées de substitution, des endroits de substitution. Et ça, nous, on ne le fait pas. Je ne le vois pas à l'échelle des SCOT, mais c'est certainement des sujets sur lesquels on devra travailler. Par exemple, quand j'entends ce que vous avez vécu, par exemple, c'est certainement des sujets qu'on devra travailler tous ensemble. Et donc peut-être qu'une chose à anticiper, c'est la gouvernance, justement, dans le territoire, parce que vous parlez de la Suisse, c'est intéressant. Quand on regarde la différence entre la Suisse et la France, on voit tout de suite qu'on peut parler de la question de la mise ensemble, le travail partenarial des élus entre eux. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de positif. On voit il y a beaucoup plus de travail partenarial. Déjà, les PAPI ont pris plus d'ampleur. Il y a des contrats de baie, il y a des PPA, les projets partenariaux d'aménagement. Comment on fait pour que ce ne soit pas trop techno, monsieur Henrich? Vous savez qu'à chaque fois que je vous vois, je vous pose la même question. Écoutez, pour que ce ne soit pas trop techno, il faut faire travailler les élus qui prennent leurs responsabilités, qui s'engagent. C'est effectivement facile. Moi, je refais un grand retour en arrière. Avant que les SCOT n'existent, il y avait les plans, la planification, etc. Et on trouvait tout ça trop techno.
Puis après, on nous a dit, maintenant, faites. Et on s'est retrouvé dans la page blanche, devant la page blanche, là c'est pareil. Il faut s'y mettre, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut une collaboration, collectivité, État, collectivité avec un S et État, bien sûr, c'est nécessaire et indispensable. Mais sur ces sujets-là, je pense qu'on est vraiment capable de faire beaucoup de preuves de pragmatisme. La difficulté, c'est la sensibilisation. Informer, prévenir, etc. Je vois, il y aura toujours, vous voyez, les gens qui sont ici sont tous des experts. Et sur le territoire, on a besoin de mobiliser toute la population sur ces sujets-là. C'est ça c'est aussi un enjeu. C'est une tâche à laquelle on doit s'attacher compte tenu, parce qu'on parle de l'accélération des risques, mais ce qui est aussi impressionnant dans cette accélération, c'est la fréquence d'un même risque. Des choses qu'on voyait qu'on retrouve au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, alors qu'on ne les avait pratiquement jamais vécues auparavant. Donc tout ça, il y a un grand travail à faire. On a du boulot, tous ensemble, on ne pourra pas y arriver tout seul. Merci, Monsieur Heinrich. Johan Lacorte, vous êtes adjoint à la chef du service risques naturels et hydrauliques à la DGPR, ministère en charge de l'écologie. On vient de parler du SCOT, document intégrateur des autres politiques publiques, et on a évoqué le fait que ce type de document est de plus en plus stratégique. Alors, la politique de prévention des inondations, me semble-t-il, elle suit également cette tendance à être plus stratégique. En 2019, on a eu un décret PPRI qui indique que le PPR inondation permet le renouvellement urbain dès lors que celui-ci va dans le sens d'une réduction de la vulnérabilité globale. On a les PAPI également, qui sont des plans partenariaux avec les collectivités qui développent des axes, et notamment de plus en plus stratégiques, et puis les stratégies locales de gestion du risque inondation, dont les 3 volets sont la maîtrise de l'urbanisme, justement, des systèmes d'endiguement appropriés, la gestion de crise. Donc on voit qu'on est déjà intégrateur de différentes dimensions. Je voulais vous demander comment voyez-vous les choses, quels sont les outils à privilégier, parce que j'en ai cité plusieurs. Est-ce qu'ils se complètent? Est-ce qu'il y en a un qui va prendre le dessus par rapport aux autres? Et comment est-ce qu'on va combiner je fais 2 questions en une. Comment est-ce qu'on peut combiner ces outils avec les outils de l'aménagement, justement, puisque c'est un petit peu l'objet? Comment est-ce qu'on peut croiser les deux? Excusez-moi de poser une question un peu complexe. Non, mais je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous répondrai déjà en soulignant que nous sommes placés avec mon collègue Yves Ogdet depuis ce matin en position d'écoute de ces échanges qui ont été très riches. Il y a beaucoup de travail qui a été réalisé et nous l'avons bien noté. Pour certaines des propositions ou des pistes de travail qui ont été évoquées, nous les avons en partie découvertes en séance. Alors, du coup, dans ce contexte-là, voilà, je me permettrai de dézoomer un peu sur la question. Ça a été dit à plusieurs reprises par de nombreux acteurs. L'enjeu, pour mieux reconstruire, finalement, c'est d'anticiper avant la survenance d'un événement, de se préparer. Et de se préparer en prenant en compte le fait qu'on est sur des phénomènes qui marquent les territoires lorsqu'ils surviennent sur du temps très long. On parle de l'aménagement, on parle de la reconstruction du bâti, et on a des objets qui sont sur le territoire qui ont des durées de vie de l'ordre de 50, 80, voire un siècle ou au-delà. Donc c'est pour cela que le gouvernement a souhaité, dans un premier temps, déjà engager une démarche de planification écologique, avec d'ailleurs la création du secrétariat général à la planification écologique, qui est en ce moment en train de se traduire sur l'ensemble du territoire par des conférences des parties régionales, et qu'au niveau du ministère de la Transition écologique, on traduit cela par finalement une démarche d'adaptation. Cette démarche d'adaptation, déjà, elle est appelée par les événements. 2022 a été l'année la plus chaude depuis le début du siècle dernier. 2023 est en train de prendre le même chemin. En 2022, on a connu aussi des feux. On a eu Alex en 2020, récemment Aline, Ciaran. Enfin, on voit que les événements aujourd'hui témoignent de ce que prédisaient les experts du GIEC depuis maintenant plusieurs décennies. Et aujourd'hui, c'est visible sur les territoires en France. Donc l'enjeu, c'est
d'abord d'atténuer les effets de ce changement climatique qui est déjà à l'œuvre, et ensuite aussi de s'adapter. Pour cela, le ministre Christophe Béchu a souhaité qu'on mette en place une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle dans notre jargon techno la TRAC. Voilà, un chemin qui est tracé. Ce chemin, en même temps, il est j'allais dire réaliste, mais il va au-delà de ce qu'on anticipait encore récemment, puisqu'il prévoit qu'on s'adapte à une trajectoire de réchauffement de plus 4 degrés en France à l'horizon 2100. C'est considérable et évidemment ça se traduira par un certain nombre d'évolutions des aléas naturels qui sont sensibles aux effets du changement climatique. On peut penser par exemple évidemment aux inondations dans certains cas, parce que ce n'est pas toujours aussi univoque que ce qu'on pourrait envisager. Il y a aussi les aléas de submersion marine, où là, pour le coup, l'augmentation du niveau moyen de la mer est un phénomène qui est assez prévisible et dont on peut prévoir la cinétique, et donc on peut prévoir aussi un aménagement du littoral dans le temps, qui soit programmé dans le temps. Et enfin, pour donner d'autres exemples, on peut penser aussi aux risques que nous qualifions d'origine glaciaire ou périglaciaire, mais nous avons effectivement dans les Alpes et aussi d'ailleurs dans les Pyrénées un certain nombre de glaciers qui, avec le réchauffement, fondent, et parfois fondent en créant des poches d'eau sous-glaciaires, lesquelles peuvent rompre et avoir, évidemment, s'il y a des enjeux à l'aval, un certain nombre de conséquences dramatiques. D'ailleurs, c'est en train de se traduire, ce sujet-là, par un plan national d'action qui est en cours de validation, établi par le ministère de l'écologie, de façon à ce qu'on ait des actions concrètes de prévention des risques, et puis, dans un premier temps, c'est l'urgence en ce moment, de lever de doute sur un certain nombre de sites. Voilà, donc... Pardon de ce qui peut paraître un rappel d'un cadre un peu général, mais tout ça pour en venir au fait que nous travaillons aussi avec l'ensemble des opérateurs de l'État pour que cette trajectoire de référence, on la traduise par une caractérisation des aléas naturels tenant compte du changement climatique à l'horizon de plus 50 ans et disons fin de siècle. Et cela permettra d'adapter les référentiels de prévention, les aléas de référence, de façon à ce que l'ensemble des politiques publiques et des politiques publiques et des acteurs publics, de la puissance publique, puissent en tenir compte dans leur politique et les intégrer dans l'aménagement, dans l'urbanisme, dans les politiques publiques sectorielles. Alors évidemment, à la DGPR, on s'en tient, j'allais dire, à notre rôle, c'est-à-dire qu'on va définir selon une méthode évidemment concertée, mais de nouveaux référentiels d'aléas pour le futur. On l'a déjà fait en partie pour la submersion marine, mais c'est le seul aléa, c'est le seul phénomène sur lequel pour le moment on a pu avoir suffisamment de matière scientifique faisant consensus parmi les experts pour avoir cette prise en compte sur le futur. Et on est en train de développer l'ensemble de ces travaux avec les opérateurs de l'État de façon à ce que ça puisse donner une base de référence. Ça, c'est un des premiers points. Et je pense que, d'une certaine manière, ça contribuera à la stratégie de repli que vous êtes nombreux à appeler de vos voeux, permettant finalement de prendre en compte dès maintenant des choix qui seront structurants pour de nombreuses décennies à l'avenir. Il y a un autre point qui a été évoqué à de nombreuses reprises, y compris par la bourgmestre de Limbourg, qui est la culture du risque. La culture du risque, effectivement, là aussi je suis avant l'événement, mais il s'agit de préparer l'ensemble des concitoyens, des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs, la société civile, également les milieux scolaires, à la survenance d'événements qui, à l'avenir, seront sans doute plus intenses, parfois avec des conséquences possiblement plus graves, ou qui s'étaleront, c'est le cas des feux de forêt, sur de nouveaux territoires ou sur de nouvelles saisons. Cette culture du risque, c'est finalement l'objet de la journée nationale de la résilience. Je crois que Yves, tu l'évoquais tout à l'heure, et que le législateur a inscrit dans la loi de prévention des feux de juillet dernier. Cette journée, elle a eu lieu, et demain d'ailleurs seront remis les prix des projets les plus emblématiques de l'édition 2023. L'enjeu là aussi est clair, il s'agit de faire en sorte que chacun soit préparé à la survenance d'événements soit technologiques, soit naturels
avec des conséquences possibles, des conséquences catastrophiques possibles, de façon à déjà connaître ces événements, savoir qu'ils existent autour de chez soi, être préparé à la survenance, ça veut dire aussi avoir les bons réflexes, savoir quoi faire, qui appeler, comment se comporter en cas d'événement, et puis aussi donc très clairement se protéger. La culture du risque, elle s'appuie aussi sur d'autres outils, des outils de campagne annuelle. Nous menons depuis 2016 une campagne annuelle de prévention des pluies intenses qui est déclinée sur l'arc méditerranéen, enfin sur le pourtour de la Méditerranée, mais que nous avons également décliné cette année pour la première fois pour nos territoires ultramarins, avec là aussi un effort qui a été fait sur la prise en compte des langues vernaculaires, de façon à ce que là aussi on soit au plus près des attentes des citoyens et qu'on tienne compte de différences d'approches qui peuvent exister parmi les territoires. On a également modernisé la campagne annuelle de prévention des feux de forêt. Ça aussi, on est sur un enjeu de culture du risque, puisque 9 feux sur 10 étant d'origine humaine, ça veut dire qu'au moins théoriquement, 9 feux sur 10 pourraient être évités. Et puis, il y a un volet important d'information préventive. On évoquait ce matin, je crois, l'attente d'avoir des plateformes d'information de référence pour la connaissance des bons gestes, la connaissance de l'information préventive. L'État a modernisé le site georisque.gouv.fr qui aujourd'hui donne de nombreuses informations, à la fois pour nos concitoyens, mais aussi pour les professionnels. Et évidemment, c'est un début, mais ça a vocation à être développé par la suite. Voilà. Comment se préparer? Il y a aussi avoir les bonnes incitations financières. Les bonnes incitations financières, l'État restant dans son rôle, on est dans une république décentralisée, c'est inscrit dans la Constitution, avec un certain nombre de compétences qui sont dévolues aux collectivités territoriales à divers niveaux. Et c'est pour cela que nous avons, depuis maintenant 20 ans, mis en place une stratégie d'incitation financière de façon à ce qu'on porte, au travers des projets réalisés sur la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, des stratégies de réduction de la vulnérabilité et d'adaptation du territoire. Je pense évidemment aux PAPI, qui sont bien connus de tous, mais vous avez aussi, j'allais dire, le jumeau des PAPI, les STEPRIM. Alors, les STEPRIM, qu'est-ce que c'est que cet acronyme? C'est la stratégie de prévention des risques en montagne, et nous avons labellisé les toutes premières STEPRIM il y a une dizaine de jours, une à Luchon et une autre dans la vallée de l'Oreilla. Je m'y suis rendu pour justement mettre en place des stratégies multi-aléas sur l'ensemble d'un territoire de bassin de risque, avec une vision cohérente de ces risques à cette échelle-là. Alors évidemment, là aussi, ces outils-là, d'une part, ils ont une vertu qui est d'avoir une appréhension systémique des problématiques. L'inconvénient, le revers de la médaille, j'allais dire, c'est qu'on travaille sur un temps qui n'est pas nécessairement celui de l'attente des territoires après un événement. Mais pour le moment, il y a cette difficulté de concilier ces temps de l'après-crise et ces temps de la reconstruction ou de la préparation du territoire. Il y a une deuxième vertu qui me semble aussi intéressante, qu'on retrouve au travers des PAPI. Ça a été souvent souligné par le CEPRI d'ailleurs dans les retours d'expérience que vous nous aviez communiqués, Marie. C'est que ça permet de constituer des réseaux d'acteurs, de créer des relations entre des acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement a priori, et de mettre en place des gouvernances où chacun apprend à comprendre les attentes, les contraintes des uns et des autres autour de la table. Et le jour où malheureusement une catastrophe survient, ça crée une dynamique favorable à l'émergence de solutions partagées qui elles-mêmes nécessitent toujours du temps de réflexion, parce que justement, mieux reconstruire, ça veut dire bien souvent ne pas reconstruire à l'identique. Et donc, ne pas reconstruire à l'identique nécessite, j'allais dire presque par construction, de prendre le temps de réfléchir à autre chose. Pardon d'avoir été peut-être un peu long. Non, mais je retiens qu'il faut en tout cas prendre du recul pour faire des stratégies inondation. Il faut regarder le contexte, le changement climatique, les acteurs, la capacité de ces acteurs d'envisager plus ou moins de repli. Donc c'est cette approche un peu globale que vous préconisez finalement pour ensuite utiliser les outils qui sont à disposition. Oui, effectivement, on a de nombreux outils. Vous évoquiez tout à l'heure le décret PPRI de 2019. Il y a un des outils apportés par ce décret, c'est justement la faculté de réfléchir, de penser la réduction de la vulnérabilité
du territoire à une échelle adaptée et donc de dépasser l'échelle de la seule parcelle ou de la, j'allais dire a fortiori de la construction individuelle. Mais globalement, on voit bien que lorsqu'on parle de risque naturel, pardon, du tourisme, mais en réalité, derrière, l'enjeu, c'est l'aménagement du territoire à une échelle plus large, la prise en compte de phénomènes qui se déroulent, enfin qui se manifestent à une échelle parfois très large de bassins de risque hydrographique dans le cas des inondations. Et c'est pour cela aussi que déjà dans la loi, dans la réglementation, les documents d'aménagement d'une part, d'urbanisme d'autre part, doivent prendre en compte la connaissance des risques. C'est pour ça aussi que de notre côté, on essaye de faire évoluer cette connaissance pour qu'on ait une visibilité aussi fiable que possible au vu de ces échéances, mais une visibilité à plus de 50 ans et j'allais dire au horizon de fin de siècle, de façon à ce que les élus des territoires puissent intégrer cette connaissance-là dans la stratégie d'aménagement de leur territoire. Voilà. On est sur cette prise en compte du long terme qui je pense, est essentielle. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les réunions stratégiques dont on parlait ce matin, c'est ce besoin de former les élus, parce que certains nous ont dit, quand ça arrive, ils tombent des nues. Et c'est vrai qu'il y a un renouvellement des élus, il faut se ressaisir des outils. Alors les PLU, tout ce qui existe est peut-être parfois un petit peu trop stratosphérique, et donc c'est peut-être intéressant de les simplifier, de les rendre, et on va parler tout à l'heure à la troisième table ronde de récits. Peut-être qu'il y a plus de récits à mettre et plus de formation, c'est ce qui remonte en tout cas des pistes de travail qui nous ont été suggérées par les institutions qu'on a rassemblées pour travailler avec nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pose des questions ? Alors, est-ce qu'il y a des questions en visio ? Aucune question en visio. Il y a du monde en visio ? Il y a du monde, mais ils sont sages. Alors, ça va peut-être venir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole dans la salle ? Une question dans la salle ? Oui. Bonjour. Vous vous présentez d'abord, merci. Bonjour, Rémi Chauron, animateur d'un PAPI, programme d'action de prévention des inondations, au stade d'intention, donc dans le sud de l'Île-de-France. Par rapport à toutes les discussions qu'on a là, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau des cahiers des charges, des PAPI, rajouter un axe en fait, supplémentaire sur anticiper le relèvement post-inondation des territoires ? Qui veut répondre à cette question ? Pour le coup, je pense que oui, votre proposition va dans le sens d'une amélioration des dispositifs existants. Et alors, ça me permet du coup de réagir de manière plus large sur tout ce qui a pu être proposé aujourd'hui, qui résulte de travaux assez longs menés par la FPCNT et le CEPRI, et surtout, j'allais dire, pardon, mais aussi l'ensemble des acteurs que vous avez sollicités. Énormément de matière a été mise sur la table. Vous comprendrez bien sûr que l'État ne peut pas, en tout cas le représentant de la SGPR que je suis aujourd'hui, ne peut pas se prononcer sur toute cette matière comme ça en séance, mais ça appelle à notre sens un travail d'appropriation par les services de l'État et sans doute des suites qui seront données dans le cadre normal du fonctionnement de l'État, j'allais dire, mais cette proposition que vous formulez me semble aller dans ce sens-là. Merci. Une autre question dans la salle ? Ou une réaction ? Gérard Saint-Bille, vice-président du CEPRI. Oui, Gérard Saint-Bille, vice-président du CEPRI, mais président d'un EPTB, le Oisen. Je ne sais pas si on a réellement répondu à la question comment mobiliser les territoires. On a évoqué effectivement le rôle de chacun pour anticiper la crise, pour vivre, pour raconter et montrer combien il a été utile de travailler dans l'urgence avec Madame la sénatrice et puis pour évoquer les différents outils. Moi, je pense que c'est une vraie question. C'est qu'aujourd'hui, la mise en place de la GEMAPI a posé des problèmes de gouvernance sur les territoires. Et je pense qu'il est utile que, peut-être à l'initiative des préfets, sur les départements ou autres, qu'on essaye de faire en sorte de... J'ai vécu une expérience, je l'ai évoqué, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, c'est que suite aux inondations de juillet 2021, dans l'Aisne, sur le territoire dans lequel le PTB est compétent en matière de prévention des inondations, le préfet a désigné une communauté d'agglomération comme territoire pilote.
territoire pilote qui a permis de réunir tous les acteurs, les agriculteurs, ceux qui intervenaient sur les réseaux, le PTB, les syndicats, la communauté d'agglomération, etc. Et de décider qu'il fallait qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse avec un certain nombre d'ateliers pour que de ces territoires pilotes, on puisse avoir une réflexion partagée. Le premier des travaux qui a été fait, c'est de faire la liste de tous les acteurs qui étaient compétents à faire quoi, de manière à faire en sorte, et de signer une charte qu'on a signée avec le préfet, avec la communauté d'agglomération, le PTB, les syndicats de gestion, la chambre d'agriculture. Et de façon à dire que maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas que chacun reste dans sa compétence, que chacun travaille sur son petit domaine sur lequel il est jugé comme compétent et sur lequel il peut agir, mais il ne peut pas agir tout seul. Les papilles ont effectivement des actes qui permettent de mobiliser de nombreux acteurs sur un certain nombre d'actions et c'est positif. Je ne suis pas hostile à ce qui vient d'être dit sur le fait d'avoir un axe qui permette justement par rapport à ce qu'on a dit ce matin d'anticiper un peu la notion de relèvement. Mais voilà, je crois qu'il faudrait que sur les territoires, il y ait quelqu'un qui soit un peu le dynamiseur de la mobilisation de ces territoires. La GEMAPI n'a pas permis sur tous les territoires de manière identique à reconstituer une gouvernance, notamment en prévention des inondations. On a mis ça à une échelle administrative alors que l'eau ne connaît que l'échelle du bassin. Et il faut qu'on revienne à cette notion-là, qu'on arrive à reconstituer. Il y a un avantage énorme, je le dis toujours, c'est qu'on a donné la compétence inondation à la structure qui est en charge de l'aménagement du territoire avec les plans d'occupation, avec les plans locaux d'urbanisme, etc. Mais il faut dépasser ça. Il faut reconstituer ce périmètre échelle de bassin et surtout trouver le moyen de faire en sorte de faire réunir les différents acteurs pour qu'ils travaillent ensemble. Je pense que si on ne fait pas ça, on va attendre des réactions sur des territoires où il y a un événement qui se produit. Alors malheureusement, ils vont se produire de plus en plus fréquents et ça va mobiliser. Mais je pense que là, ce n'est pas vraiment de l'anticipation. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'à une échelle, il y ait une dynamisation qui se fasse des différents acteurs. Je saisis cette opportunité pour dire que le SCOT est vraiment l'endroit idéal où on doit traiter de toutes ces problématiques. Pour l'élaboration d'un SCOT, on met tout le monde autour de la table. Les chambres consulaires, les agriculteurs, les entreprises, les associations, les habitants, les collectivités locales, départements, régions et tous les acteurs, les carrières, etc. Et donc c'est vraiment là qu'il faut travailler la cohérence des politiques publiques et la mettre pour ça. Alors, je pense qu'on a l'outil pour le faire. Après, peut-être que vous ne le percevez peut-être pas comme ça sur votre territoire, mais en tous les cas, l'outil existe et moi, je ne conçois pas autrement que de faire cela quand j'élabore un SCOT, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table. C'est pas par hasard que ça prend 4 ans de faire une révision ou de monter un SCOT, c'est parce qu'il faut vraiment mettre autour de la table tous les acteurs. Néanmoins, il nous reste quand même une difficulté à franchir et qu'on ne réussit pas toujours à franchir, c'est l'implication des habitants, la sensibilisation du grand public à ces problématiques. Alors c'est très facile après un gros pépin, mais c'est plus difficile quand tout va bien. Mais pour ce qui est de la réunion des acteurs, je crois qu'on est vraiment l'outil qui peut le faire et qui doit le faire. D'ailleurs, il doit le faire. Je ne vois pas comment on peut élaborer un SCOT sans cela. Oui, sur la mobilisation. Non. Sur la mobilisation des acteurs, vous disiez, monsieur, comment mobiliser davantage. Alors, on l'a rappelé rapidement, on a un certain nombre d'outils, les campagnes, la Journée nationale de la résilience. Il y a aussi la stratégie nationale de résilience qui est beaucoup plus large que la seule question des risques, puisque ça emporte aussi la question des menaces. Et au travers de cette stratégie nationale de résilience, il y aura un volet de sensibilisation des élus avec des outils qui seront mis à leur disposition de façon à ce que l'ensemble des élus de nos territoires, lorsqu'ils prennent leurs fonctions, puissent avoir les connaissances indispensables sur ces sujets-là au regard de leur prise de fonction. Nous avons donc de notre côté un enjeu qui est de ne pas imposer, j'allais dire, de chef de file de manière un peu autoritaire sur un territoire, et l'État étant dans ce rôle, les collectivités dans le leur. Et c'est pour cela qu'au ministère de la Transition écologique, nous privilégions des outils qui permettent d'inciter
une gouvernance multi-acteurs autour d'un projet partagé. Le SCOT, j'allais dire par nature, en est un exemple. C'est un outil pour le coup réglementaire, mais nous avons de notre côté des outils incitatifs. J'évoquais les papilles. Nous avons aussi, au travers des expériences, enfin des projets Amiter et de l'expérimentation Mirapi, des outils qui permettent eux aussi de fédérer un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes autour d'une vision commune des enjeux et d'un projet de réponse. Et je pense que ça va dans ce sens-là. Alors après, évidemment, ça mérite encore d'être développé. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, s'agissant de l'expérience Mirapi, elle est prolongée au travers du projet de loi de finances pour 2024 de quelques années supplémentaires, alors qu'elle était, j'allais dire, à durée de vie un peu limitée lorsqu'elle fut créée en 2021. J'allais donner la parole à Madame Carrère, mais... Ou peut-être Valérie Desjardins, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? Je vous avais promis qu'on vous donnerait la parole depuis la salle. Merci. C'est effectivement intéressant. Et donc, comme le matin, il y a des choses qui sont plus avancées chez vous que chez nous. Donc, c'est des expériences à prendre et qu'on va remonter évidemment au plus haut niveau de pouvoir en Belgique. Mais de nouveau, Madame Carrère, je le disais à mon collègue ici à côté, on voit que vous venez du terrain et ça, franchement, chapeau pour ce que vous avez vécu et chapeau d'avoir continué à défendre le terrain et le pragmatisme que vous avez connu dans la gestion des inondations au plus haut niveau de pouvoir, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi travailler avec, nous on dit nos administrations, mais les abréviations, donc Monsieur Corte et Monsieur Ogdé. Je pense que le mélange de techniciens qui connaissent la matière avec les politiques qui peuvent provenir du terrain et avec le terrain, c'est comme ça qu'on arrive à des bonnes réformes et à une bonne façon de fonctionner. Et je pense que les personnes qui ont parlé en sont la preuve. Donc du pragmatisme, de la technicité, mais du pragmatisme. Bon, et puis peut-être du projet, mais ça c'est pour la table ronde de tout à l'heure. On a donc une personne dans la salle et après une personne en visio. Oui, bonjour, Arnaud Réau, architecte urbaniste, à la fois représentant pour l'Ordre des architectes, mais aussi architecte urbaniste qui travaille sur le PAPI de la vallée de la Siagne. Donc je suis à la fois en lien avec les équipes du SCOT sur ce territoire et avec les équipes du PAPI. Et peut-être pour faire la transition sur la question du projet, je crois que à la question comment mobiliser les territoires, elle a été en partie répondue, en partie amenée en tout cas par le maire de Breil ce matin, qui est de se dire que les acteurs se réunissent à partir du moment où effectivement il y a une réflexion, mais il y a surtout des moyens qui sont mis à disposition. La complexité, moi, que je vois sur le territoire sur lequel on travaille, c'est le sujet de la narration, sur lequel vous allez débattre juste après, puisqu'effectivement, on met en place des idées de projets avec les élus et les acteurs du territoire qui entremêlent à la fois des questions d'urbanisme et des questions hydrauliques. Des questions d'urbanisme qui vont regarder effectivement en partie le SCOT et les élus, et des questions hydrauliques qui vont regarder les papilles. Et la problématique, c'est la mise en cohérence des budgétisations très pragmatiques de comment en fait on va arriver à mettre en place des projets qui entremêlent à la fois des thématiques urbanistiques et des thématiques gémapiennes, sur lequel il y a une vraie difficulté. Alors il y a certaines expérimentations, puisque en ayant fait partie aussi des équipes Amiter, il y a des tests qui sont faits justement en ce moment pour entremêler certains de ces budgets, mais qui montrent quand même qu'il y a toujours ces deux colonnes qui sont très claires entre l'urbanisme et le gémapien. Et un des sujets, je pense en tout cas, qui pourrait permettre l'évolution du rapprochement de l'ensemble des acteurs, qu'on arrive à faire malgré tout dans les papiers. Moi, je rejoins ce qui a été dit, à la fois, le SCOT est un outil incroyable s'il est bien entrepris, et en même temps un PAPI, comme il a été dit, est aussi un outil sur lequel on peut mettre beaucoup d'acteurs autour de la table. Mais ce qui serait intéressant, c'est comment justement on arrive à faciliter des territoires qui, justement, dans le cadre de la réparation, qui est le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, comment on répare les territoires face à ces thématiques de risque, on arrive à la fois entremêler des budgets gémapiens et des budgets d'urbanisme, qui pour le moment sont un peu cloisonnés de chaque côté. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a très légèrement abordé ce matin,
Et c'est la question du fonds de résilience qui pourrait peut-être faire la jonction entre les deux. La question de comment est-ce qu'on met de la prévention de l'inondation dans des documents d'urbanisme, comment on remet un petit peu d'urbanisme dans les papiers, ça c'est une question à laquelle on est confronté quotidiennement au CEPRI. On fait des formations là-dessus, on échange avec les acteurs, et c'est vrai qu'on sent une petite ligne de démarcation là qu'il faut réussir à franchir. Et qu'est-ce qui veut continuer à parler de cette question de croisement entre l'aménagement et la prévention de l'inondation? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Marie-France, un petit micro. Oui, moi je pense que le moment de la préparation du PAPI est un moment important. Et pour avoir participé à l'élaboration d'un PAPI sur le terrain, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'atelier des territoires mené avec les services de l'État, avec l'ensemble des réflexions menées par à la fois des hydrogéologues, mais aussi une équipe d'architectes urbanisme qui était l'équipe Aubras, avec des représentants de la DGALN. Enfin, je ne vais pas vous citer toutes les personnes, mais toute cette équipe de professionnels travaillant avec tous les maires des communes concernées a permis de construire une culture commune. Et ça, je pense que c'est important. Alors, ce qu'on a fait à l'époque, maintenant, il faut le refaire, parce que les maires ne sont plus les mêmes. Non, mais je le dis parce qu'on l'oublie en permanence, ça. Or, je crois que c'est vraiment un travail qu'il faut renouveler en permanence pour que cette appropriation collective permette ensuite de faire en sorte que sur le terrain, y compris la relation aux habitants, elle soit avec un discours qui puisse porter cette question de l'intégration du risque sur le terrain. Sinon, on n'a pas de continuité. Et donc, comme là maintenant, les digues de Loire, elles ont bien été renforcées, on a des gens qui commencent à dire maintenant on est bien, on est protégé. Oui, mais sauf que toute la culture de ce que l'on avait fait jusqu'à maintenant, c'était de dire il y a peut-être des digues, mais la digue, elle peut rompre. Et ce n'est pas parce qu'elle a été renforcée à 7 mètres de profondeur par rapport à la hauteur où elle est. En dessous, l'eau, elle peut encore passer et ouvrir une brèche. Donc, de toute façon, on n'est pas à l'abri de ça. Mais comment tout ça, on continue à le faire vivre? Et je pense qu'il y a là des choses qu'il faut que l'on voit. Il faut que le porteur de PAPI, qui a une approbation nationale, ou de bassin maintenant, puisque c'est au niveau du bassin que ça se fait, il faut qu'on voit comment on continue à faire en sorte que se vive ce temps d'échange et de réflexion. Il ne faut pas en rester simplement à la signature, il faut voir ensuite derrière comment il se met en œuvre ce PAPI et comment les partenaires sont toujours impliqués pour pouvoir faire fonctionner. Moi, je crois qu'on a un vrai souci par rapport à ça, si on veut être efficace. Et dans le PAPI, moi, de nombreuses fois à la commission mixte d'inondation, je demandais comment le volet qui était le volet aménagement était véritablement traité. Il était quand même encore faible dans les PAPI qu'on a vus nationalement, même s'il y a eu des PAPI qui ont été très importants. Mais il y avait quand même une faiblesse par rapport à ce volet. Et c'est vrai qu'on était encore dans beaucoup d'ouvrages, mais la réflexion aménagement, autre façon de concevoir son territoire, un autre récit, comme on a dit ce matin, c'est quelque chose qui doit être construit. Moi, je pense que là, on a un travail à faire. Alors, le CEPRI a un accompagnement des porteurs de PAPI, mais je pense qu'il faut peut-être que là, on voit comment on peut renforcer cette question de la continuité, même avec les équipes qui changent. Alors on l'a vu il y a peu de jours, Marie-France, puisqu'on avait une journée d'échange de notre réseau porteur de PAPI, justement sur la question de l'aménagement et de l'urbanisme. Et ce qui était intéressant, c'est parmi les porteurs qui ont apporté des idées innovantes et des expériences, parce que c'est ça qui est intéressant dans ces journées d'échange, et qui croisent leurs expériences, eh bien, on voyait qu'il y avait aussi une question d'apprendre la culture de l'autre. Et il y avait le témoignage d'un urbaniste qui avait été intégré, il y a eu un poste qui a été créé
dans un syndicat des eaux, et donc et ce poste c'était un poste d'urbaniste. Et ben ça change tout. C'est-à-dire que cet urbaniste, il expliquait, c'est lui qui témoignait, qu'au début il comprenait pas tout de ce qu'on lui disait, mais qu'il allait voir ses collègues dans les bureaux d'à côté ou au-dessus, et que petit à petit, en un an, il s'est approprié la question de l'inondation. Maintenant, il sait parler deux langues, c'est comme un interprète. Et donc, le fait d'apprendre à parler deux langues, d'apprendre à avoir deux cultures, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, nous, autour de nous, et peut-être que les générations qui arrivent vont être encore plus agiles, parce qu'elles savent parler même avec leurs doigts. Oui, Monsieur Saint-Bille veut intervenir. Gérard Saint-Bille, à nouveau. Je voudrais juste dire, en complément de ce que vient de dire Marie-France, mais aussi par rapport aux outils qui ont été évoqués tout à l'heure. Quand on a mis en place la stratégie nationale de prévention du risque inondation, il y a eu la déclinaison sur les stratégies locales, à l'échelle notamment des territoires à risque important. Parce que ça ne couvre pas la totalité, mais c'est quand même là où on a repéré, dans le cadre de l'évaluation prévisionnelle du risque inondation, les enjeux qui étaient les plus importants. Combien de stratégies locales ont été remises sur le métier aujourd'hui ? Combien avons-nous fait le bilan de ce qui avait été prévu par les élus et les acteurs qui s'étaient réunis à l'époque et qui ne sont plus les mêmes? Parce que tous les 6 ans, c'est remis sur le métier pour les élus et puis les effectifs dans les collectivités mutent. Et donc cette connaissance, cette transmission de la connaissance, cette transmission des objectifs qu'on se fixe, il faut de temps en temps la remettre. On a la chance d'avoir, dans le cadre de la stratégie, pour la prévention du risque inondation, de le remettre sur les métiers tous les 6 ans. C'est quelque chose de bien, avec une évaluation prévisionnelle qui se fait, avec une stratégie nationale qui peut être regardée, mais on ne regarde pas suffisamment, à mon sens, territoire à risque important par territoire à risque important, où en est-on de la stratégie qu'on avait définie avec un certain nombre d'acteurs et d'élus, et est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à regarder, par rapport aux évolutions que l'on connaît sur les territoires et à l'évolution de ce risque, est-ce que l'on a été assez loin dans la réflexion, est-ce qu'il ne faut pas la remettre sur le métier, effectivement, tous les 6 ans dans le cadre de cette évaluation? Alors peut-être 2 éléments de réponse. Le premier, effectivement, Marie, vous disiez tout à l'heure, les PAPI doivent être l'occasion de penser la cohérence des aménagements hydrauliques et de la stratégie de prévention des inondations avec, de l'autre côté, la cohérence, la stratégie d'aménagement. Effectivement, alors moi je n'ai fait qu'un seul PAPI moi-même il y a quelques années maintenant, mais c'était un des sujets sur lesquels nous avions beaucoup travaillé avec, d'une part, les élus. Il y avait aussi sur ce PAPI-là un établissement public d'aménagement et une grande partie de toute la réflexion amont, alors maintenant ça s'inscrit dans le PEP, mais une grande partie de la réflexion amont avait été justement de mettre en dialogue d'un côté la prévention des inondations et de l'autre côté l'aménagement. Et on avait d'ailleurs l'architecte conseil de la DDE à l'époque qui nous avait beaucoup appuyé de façon à ce qu'on puisse avoir une vision complète et cohérente du territoire couvert par ce PAPI, et ça fonctionne. C'est-à-dire, et c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cet enjeu de dialoguer d'un domaine technique à un autre est essentiel, et à mon avis, enfin pas qu'à mon avis d'ailleurs, selon ce que nous portons, est bien que c'est une des conditions de réussite d'un outil qui soit vraiment au plus près des enjeux du territoire et des problématiques réelles qui se posent sur ce territoire. Alors ensuite, s'agissant de la directive inondation et des documents qui en découlent, à ma connaissance, la directive inondation n'exige une mise à jour des stratégies que lorsque c'est nécessaire, et pas comme aujourd'hui c'est transposé dans le code de l'environnement de manière systématique, même en l'absence d'évolution significative de l'aléa ou des risques. Donc c'est un sujet, nous semble-t-il, et par ailleurs, comme nous sommes là en train de préparer le 3e cycle, on est en train aussi de mettre à jour tous les indicateurs nationaux qui vont permettre de montrer comment a évolué l'exposition aux inondations à l'échelle du territoire national. Néanmoins, il nous semble aussi que de manière très pragmatique, sur les territoires à risque important d'inondation, finalement, l'outil le plus concret qui permette d'agir, c'est le PAPI. Et donc c'est pour cela d'ailleurs que vis-à-vis des services déconcentrés de l'État, la DGPR retient ce type d'indicateur pour voir comment concrètement la prise en compte du risque est réalisée. C'est au travers de l'existence ou pas de PAPI intégrant toutes les dimensions de la prévention telles que le sont tous les papiers.
Merci Monsieur Ogdet de nous quitter. Vous avez une réunion dans 10 minutes, pas loin. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Est-ce qu'il y a encore... Il y avait une question en visio et après une autre dans la salle. On va écouter la question en visio. Et on pourra peut-être pas faire de pause puisqu'on commence à déborder. Alors, nous avons une question de Céline Caron qui dit un décret paru le 30 juillet dernier autorise les préfets à demander aux opérateurs de réseau la réalisation de diagnostics de vulnérabilité de leurs infrastructures. Or, certains opérateurs ont des réticences à partager cela avec les collectivités premières concernées. Quel est votre retour sur ce sujet et qui paye en cas de dommages sur des réseaux techniques privés, eau, assainissement, électricité, gaz ? Sur les questions de responsabilité, alors là, je pourrais ne faire qu'une réponse générale, n'ayant pas le cas précis qui est évoqué au travers de la personne qui pose cette question. Mais normalement, les questions de responsabilité sont rattachées aux questions de compétences, donc en l'occurrence là d'exploitation d'un réseau en particulier, ou à la question de propriété. Après, sur le décret résilience des réseaux, moi j'ai pas connaissance de difficultés particulières, mais ce qu'on pourra faire, c'est prendre la question et apporter une réponse via le CEPRI ou la FPCNT sur ce point précis. Merci. Une question dans la salle ? Merci. Alors, Jean-François Etienne, donc je suis directeur général de la commune de La Faute-sur-Mer, l'Aiguillon, la Presqu'île maintenant. Alors, c'est juste un témoignage sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, depuis 2010, donc, où j'étais présent sur cette commune, j'ai fait donc 3 conseils municipaux, j'ai fait un PAPI, 3 PPR, 2 PLU, j'ai fait une fusion de communes, donc ça continue, 5 préfets, une fusion de communautés de communes, 3 conseillers départementaux, 3 conseillers régionaux. En termes de continuité, c'est pas simple. Qui veut réagir ? Qui veut réagir ? Moi, je comprends, parce que comme j'ai été maire pendant très longtemps, je ne peux pas vous dire le nombre de préfets que j'ai vus. Hein? Non, mais c'est simplement, quand c'était 3 ans, c'était bien. Et donc, tous les 3 ans, il fallait redire où on en était, quels étaient les sujets, etc. Alors, bon, il y a en effet la réalité des élections qui est tous les 6 ans, mais il y a aussi la réalité de l'ensemble des structures administratives de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, hein, où ça bouge également. Et donc, c'est là où cette culture du risque dont on parle de façon générale, il faut qu'on fasse qu'elle soit mieux appropriée, y compris dans les formations des gens concernés. Parce que si nos intervenants qui arrivent sur nos territoires n'ont jamais entendu parler de la gestion du risque, comment ça fonctionne, etc., on est mal. On sait tous que la formation des personnels territoriaux sur le risque d'inondation est quand même pas exceptionnelle. On va le dire comme ça gentiment. Bon, il y a besoin d'efforts supplémentaires quand même. Oui, non, mais je suis d'accord, ça s'améliore, tu as raison. Mais on partait tellement loin que, le chemin qui reste encore à faire est important. Donc, je crois que si on a une appropriation plus large, même en cas de changement, on pourrait être plus à l'aise. Mais sans ça, je vois mal comment on pourrait faire. Alors ça, c'est vraiment une question qui a été largement débattue dans les réunions stratégiques. Comment est-ce qu'on arrive à pérenniser un socle de connaissances ? Et la réponse de tout le monde était réinvestissons les documents de planif, tous les documents qui existent, simplifions-les, écrivons des récits, racontons les choses, même le PPRI, faisons-lui dire les choses simplement, de façon à ce que ce soit plus facile, plus intelligible, pour que les personnes qui prennent la suite, ils puissent comprendre autre chose. Donc, Monsieur Etienne, est-ce que vous voulez nous dire juste 2 mots sur le plan de relèvement ? Qu'est-ce que vous pensez de cette notion ? J'en profite puisque je vois que vous êtes arrivé. Alors, toujours dans l'idée du témoignage, en fait, le temps politique et le temps de la population est souvent pas le même. Et il est énormément lié en fait à l'impact qu'il y a eu sur le territoire. La Faute-sur-Mer, avec les 29 décès,
Le temps du relèvement, il arrivait tardivement. Et peut-être que c'était mieux qu'il arrive tardivement, parce que le temps du deuil était plus long. On a mis 4 ans donc à commencer à reconstruire. Et puis, il est aussi lié à l'audace politique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous l'avez dit, nous, on apporte éventuellement du conseil, mais ce n'est pas nous qui décidons. Et la décision, elle ne peut intervenir que lorsque politiquement c'est possible. La première phase de la Faute-sur-Mer, c'est une phase avec un élu qui est pris en même temps sur des questions juridiques fortes en pénal. Il a fallu attendre, entre guillemets, que toute la partie pénale soit passée pour commencer à travailler sur le relèvement. Le deuxième point fort du relèvement, ça a été la conjoncture, et vous en avez tous parlé, à la fois d'une situation locale qui politiquement était, on va dire, assumable, entre guillemets, qu'on pouvait gérer politiquement, et puis en même temps d'un regroupement à la fois au niveau des institutions prêtes à, entre guillemets, à mettre la main à la pâte et à trouver le financement pour pouvoir le faire. Et une fois qu'on avait démarré ça allait beaucoup mieux, ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, sur un mandat, on a pu reconstruire en fait l'ensemble du territoire. Mais c'est vrai que la reconstruction elle est arrivée tardivement. Elle a mis assez peu de temps finalement. Elle a mis 6 ans à se mettre en œuvre. Et au bout de 6 ans, on avait reconstruit un territoire à peu près correctement. Parce que vous aviez les sous tout de suite, au moment où vous étiez prêt à démarrer. Alors, sur l'histoire des sous, c'est l'argent, quand politiquement il y a la volonté, souvent il est là. En tout cas, j'ai eu le sentiment que quand on voyait qu'il y avait de la cohérence et de la volonté territoriale, le financement pouvait arriver. Il y avait la question aussi de la trésorerie. On était une petite collectivité, même si c'est une station balnéaire. Là aussi, on a eu des outils qui se sont présentés, des prêts à taux zéro, des lignes de trésorerie auprès de la Banque des Territoires, auprès de la Caisse des dépôts, donc qui sont venus chercher des financements de ce côté-là. Mais c'est pas, le financement, il est venu assez rapidement. Il y a eu 12 millions d'euros. Donc pour une petite commune à l'époque, la Faute-sur-Mer c'était 700 habitants, et 12 millions d'euros c'était quand même pas rien. Apporter l'ingénierie locale qui était compliquée, donc sur laquelle il a fallu la porter, donc trouver un porteur de projet, un pilotage en ingénierie. Mais je pense que tout ça a fonctionné parce qu'à un moment il y a eu une nouvelle, un enjeu, un maire qui est arrivé, donc Patrick Join, pour ceux qui le connaissent, qui était aussi directeur général de la région Pays de Loire juste avant. Donc il sortait d'un parcours territorial fort et qui pouvait en fait engager une politique forte sur son territoire. C'est probablement, on l'a vu, mobiliser les territoires, c'est souvent, il faut l'incarner le territoire. Je vois qu'il y a des gens qui incarnent des territoires et qui sont des gens qui ont de l'audace, qui ont des réseaux et qui sont capables de lever et de soulever des pierres qu'on a du mal à soulever nous-mêmes. Donc, et c'est cette conjoncture entre la technicité, vous l'avez vu, l'ingénierie locale, des gens qui sont là pour, entre guillemets, être dans l'aide à la décision, mais aussi un portage politique fort. S'il n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les petites communes autour de la Faute-sur-Mer. Ça a été beaucoup plus lent, voire ça n'a pas pu avoir lieu. Écoutez, c'est une très belle synthèse, je trouve, de notre table ronde. Sauf si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Sinon, je vous propose, Maryse, que vous restiez là pour la suivante. Donc la prochaine table ronde, Bernard et moi allons laisser la place à Sarah et Laure pour que vous puissiez parler des mobilisations très actuelles sur ces questions-là. Merci.